C'était en 1990. Deux criminologues publièrent les résultats de 17 années d'observation participantes au sein de clubs de motards hors la loi. Ce qu'ils découvrirent au sujet des femmes dans ce monde était le même dans chaque club qu'ils avaient étudié. Les règles qui gouvernaient la vie d'une old lady n'étaient jamais écrites et jamais expliquées officiellement. Mais chaque femme qui avait passé beaucoup de temps dans ce monde les connaissait parfaitement. Voici celles dont personne n'était censé parler. Le terme n'a pas commencé chez les motards. En 1947, des milliers de motards descendirent sur la petite ville californienne de Hollister pendant le week-end du 4 juillet. Ce qui suivit fut 3 jours d'alcool, de courses et de désordre qui firent les gros titres nationaux et cimentèrent définitivement l'image du motard hors la loi dans l'imaginaire américain. Une photographie publiée dans Life Magazine, montrant un motard débraillé entouré de bouteilles de bière, devint l'une des images les plus reproduites de l'histoire des clubs de motards. Mais enfoui dans ce moment, se trouvait quelque chose de tout à fait différent. Une culture avec son propre langage et sa propre manière très précise de parler des femmes. Le terme « old lady » n'est pas né dans un clubhouse de motards. Il venait des rues de l'Amérique ouvrière du début du XXe siècle, où les hommes appelaient leurs épouses et leurs partenaires de longue date leur « old lady », comme une expression ordinaire. Ce n'était pas romantique. C'était ouvrier, direct, comme le langage des classes populaires l'a toujours été. « My old lady » signifiait « ma femme », la personne avec qui je suis. La personne dont les problèmes sont les miens et dont le comportement rejaillit sur moi. Lorsque les clubs de motards hors la loi commencèrent à se former en Californie après la Seconde Guerre mondiale, les hommes qui les construisirent apportèrent ce langage avec eux. La plupart étaient des vétérans issus de milieux ouvriers, où « old lady » était déjà le terme habituel pour désigner la femme dans la vie d'un homme. Ainsi, lorsque les clubs absorbèrent ce langage, il correspondait déjà à la culture qu'ils étaient en train de bâtir. Brutale, peu sentimentale, construite autour de la loyauté et de l'obligation plutôt que de la romance. Mais à l'intérieur du monde des clubs, le terme évolua vers quelque chose que l'argot ouvrier d'origine n'avait jamais été. Il devint un rang. Appeler une femme son « old lady » dans le Chicago des années 1920 signifiait qu'elle était sa partenaire. Appeler une femme son old lady dans un chapitre des Hells Angels des années 1960 signifiait qu'elle était sa partenaire, qu'elle était interdite à tout autre homme de l'organisation et qu'elle portait le poids de sa réputation chaque fois qu'elle entrait dans une pièce remplie de membres. Cette évolution d'un argot ordinaire vers une désignation officielle se produisit progressivement et différemment selon les clubs. Mais au moment où les grands clubs hors la loi s'étaient établis comme des institutions permanentes dans la culture criminelle américaine, le terme avait acquis un poids que ses origines n'avaient jamais porté. Une old lady dans le monde MC n'était pas simplement une petite amie. C'était une position. Et dans ce monde, les positions devaient se mériter. Les Hells Angels ont autrefois, eux, des membres féminins. En 1957, Sonny Barger fonda le chapitre d'Oakland des Hells Angels. Le club qu'il construisit durant ses premières années était plus brutal et moins structuré que l'organisation qu'il finirait par devenir. Mais il possédait une caractéristique qui a presque entièrement été effacée de son histoire publique. Il acceptait les femmes comme membres, à part entière, portant le patch. Les membres féminins étaient rares, mais elles existaient. Elles entraient officiellement dans le club et portèrent la tête de mort aux côtés des membres masculins au sein de l'organisation qui allait devenir le club de motards hors la loi le plus puissant du monde. Cela changea en 1964. Barger imposa une règle faisant des Hells Angels un club réservé aux hommes. Sa justification était pratique. Les membres féminins étaient moins capables de se défendre contre des motards rivaux qui pourraient tenter de leur voler leur patch. Dans le monde où vivaient les Angels, un membre incapable de défendre physiquement son patch représentait un risque pour tout le chapitre. Les femmes furent donc exclues.
Mais la conséquence de cette seule décision alla bien au-delà des Hells Angels. En 1964, les Angels s'étaient déjà imposés comme le club de motards hors la loi dominant en Amérique. Ce qu'ils faisaient, les autres clubs le suivaient. La règle réservée aux hommes devint le modèle adopté par tous les grands clubs hors la loi dans les années qui suivirent. Et cette exclusion remontait toute à une décision prise à Oakland en 1964. L'organisation qui avait défini à quoi ressemblait un club de motards hors la loi avait passé ses 17 premières années à permettre l'adhésion des femmes. L'exclusion vint plus tard, imposée par un seul homme, pour des raisons présentées à l'époque comme pratiques plutôt que discriminatoires. Mais ce qui remplaça l'adhésion féminine fut quelque chose de bien plus compliqué. Les femmes ne disparurent pas du monde des Hells Angels après 1964. Elles y restèrent centrales, mais les conditions de leur présence changèrent entièrement. Elles passèrent de membres avec patch et voix à une catégorie séparée dont le statut dépendait entièrement de l'homme auquel elles étaient attachées. Le système des Old Ladies, qui définit le rôle des femmes dans les clubs hors la loi pendant les 6 décennies suivantes, n'était pas le modèle original. C'était le remplacement de quelque chose qui avait existé avant lui et qui avait été délibérément supprimé. Ce que Old Lady signifie réellement à l'intérieur du club. La plupart des gens qui entendent le terme Old Lady supposent qu'il s'agit simplement d'un argot de motard pour dire petite amie. Un surnom ordinaire sans importance particulière au-delà de la relation elle-même. Mais cette supposition passe à côté de presque tout ce qui compte réellement dans la signification du terme à l'intérieur d'un club de motards hors la loi. Une Old Lady est un rang. Pas un rang de membres comme Prospect ou Full Patch sont des rangs, mais une position désignée dans la structure sociale du club, avec ses propres règles, ses propres protections et ses propres conséquences. Et comme tous les autres rangs dans ce monde, il doit se mériter. Il ne peut pas être supposé, revendiqué ou auto-attribué. Il est conféré par le membre avec qui elle est et reconnu par l'ensemble du club. Si le club ne le reconnaît pas, le titre n'existe pas, peu importe depuis combien de temps elle est avec lui. Le processus de reconnaissance varie selon le club et le chapitre. Certains chapitres ont des délais officiels. Un président interrogé sur le sujet décrivit sa règle comme exigeant une période minimale de relations engagées avant qu'une femme puisse être reconnue comme Old Lady, peu importe ce que le membre ressentait pour elle. Mais d'autres chapitres font une évaluation collective basée sur l'observation lors des événements et des runs. Dans tous les cas, la décision est prise par le club. Pas par le membre, pas par la femme. Si elle obtient le titre, elle devient interdite à tout autre membre de l'organisation. Cette protection est absolue, et les conséquences en cas de violation sont sévères. Un membre qui approche l'Old Lady d'un autre homme avec autre chose qu'une simple courtoisie risque l'expulsion après une correction sanctionnée par le club lui-même. Mais la règle n'existe pas par respect pour la femme. Elle existe par respect pour le membre auquel elle appartient. Elle est une extension de lui. Lui manquer de respect, c'est lui manquer de respect à lui. Mais cette protection fonctionne dans les deux sens. Si elle se comporte mal lors d'un événement du club, l'embarras retombe sur lui. Si elle crée des tensions avec l'Old Lady d'un autre membre, cela devient son problème à régler. Il est responsable de sa conduite de la même manière qu'il est responsable de la sienne. Ainsi, aux yeux de l'organisation, ils forment une seule unité. Les membres eux-mêmes décrivent les meilleures Old Ladies, presque avec les mêmes mots, quel que soit le club ou l'époque dont ils parlent. Celle à qui il ne faut jamais répéter 2 fois la même chose. Celle qui sait lire la pièce avant que la pièce n'ait besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Si elle comprend cela, son homme paraît plus fort dans l'organisation. Mais si elle se trompe, les conséquences retombent sur lui, pas sur elle. Cette combinaison de loyauté et de discrétion est ce qui distingue une Old Lady d'une petite amie. Et dans ce monde, la distance entre ces deux choses est considérable. Le Property Patch est ce qu'il signifie réellement. En 2009, 2 criminologues nommés James Quinn et Craig Forsyth
présentèrent un article de recherche lors des Annual Meetings of the Mid-South Sociological Association à Lafayette, en Louisiane. L'article s'intitulait « Biker Women » et fut l'une des premières tentatives académiques sérieuses de documenter la manière dont les femmes fonctionnaient réellement à l'intérieur de la culture des clubs de motards hors la loi. Ce qu'il révéla contredisait presque tout ce que l'image populaire des femmes de motards suggérait. Le Property Patch était au centre de tout cela. Pour toute personne extérieure au monde MC, un patch portant les mots « Property of Suivis » du nom d'un club ressemble exactement à ce qu'il semble être. Une déclaration de possession. Une femme réduite à un objet. Quelque chose qui appartient à un homme comme une moto ou un équipement lui appartient. Cette lecture n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est pas non plus l'image complète. Et comprendre ce que le patch signifie réellement à l'intérieur de cette culture exige de comprendre le monde dans lequel il fonctionne. Les Hells Angels et les Outlaws utilisent tous deux le même système. Une old lady portant un patch porte un top rocker, l'identifiant comme Property of, et un bottom rocker indiquant le nom du club. Les bandidos utilisent un système similaire pour celles qu'ils appellent leur main old lady. Les pagans ne fournissent aucun patch aux femmes, mais dans chaque club qui utilise le Property Patch, sa fonction est identique. C'est un signal envoyé à tous les autres hommes de ce monde qu'elle est déjà prise, qu'elle porte derrière elle la protection du club, et que quiconque la traite comme disponible commet une grave erreur. Si le Property Patch ressemble à une protection, c'est parce qu'à l'intérieur de ce monde, c'en est une. Une femme qui porte ce patch lors d'un événement du club, d'un run, ou de tout rassemblement où plusieurs clubs sont présents, bénéficie d'un niveau de protection qu'aucune femme non attachée dans cet environnement ne possède. Le patch est un avertissement. Il dit à chaque homme dans la pièce quelles seraient les conséquences de lui manquer de respect. Et dans un monde où les conséquences sont appliquées physiquement et sans appel, cet avertissement a un véritable poids. Mais voici aussi ce que signifie le patch, et que l'idée de protection a tendance à masquer. La femme qui le porte a accepté entièrement les conditions de ce monde. Elle a accepté d'être identifiée comme appartenant à un homme précis et à un club précis. Elle a accepté de se comporter selon les attentes du club dans chaque cadre public. Elle a accepté que son comportement reflète son patch à lui, et donc le club lui-même. Le patch n'est pas seulement une déclaration de la revendication qu'il a sur elle. C'est une déclaration de son acceptation de tout ce que cette revendication implique. Ainsi, lorsque des femmes ayant quitté ce monde décrivent le Property Patch, elles ont tendance à le décrire de deux façons en même temps, comme quelque chose qui les faisait se sentir réellement protégées dans un environnement réellement dangereux, et comme quelque chose qui leur faisait ressentir tout le poids de ce qu'elles avaient accepté, d'une manière qu'elles n'avaient pas pleinement comprise au moment où elles l'avaient accepté. Ces deux choses sont vraies en même temps, et l'écart entre elles est l'endroit où vit la plus grande partie de la complexité de ce que signifie être une old lady dans un club de motards hors la loi. Tous les clubs ne la traitent pas de la même manière. L'une des idées fausses les plus courantes sur les old ladies dans les clubs de motards hors la loi est que cette culture est uniforme. Elle ne l'est pas. Les différences entre la manière dont les grands clubs traitent leurs old ladies sont suffisamment importantes pour que l'expérience d'être une old lady dans un club ne ressemble presque en rien à l'expérience dans un autre. Les Hells Angels maintiennent volontairement les old ladies à distance des affaires du club. Elles assistent aux événements et sont présentes lors des runs. Mais la vie interne du chapitre se déroule dans des espaces où elles ne sont pas autorisées à entrer. Si un membre doit avoir une conversation privée et que son old lady se tient à proximité, il ne baisse pas la voix. Il se déplace. Elle existe dans un monde parallèle qui longe le club sans jamais vraiment le croiser. Le Property Patch qu'elle porte l'identifie publiquement comme appartenant à un membre précis. Mais la protection que ce patch représente dépend de la position de cet homme dans l'organisation, pas de quelque chose qu'elle aurait construit indépendamment. Les bandidos utilisent une désignation différente. Leurs Old Ladies sont officiellement connues sous le nom de Proud Bandido Old Ladies, ou PBOLS.
Une ancienne PBOL qui a écrit sur son expérience a décrit la dynamique avec précision. Chaque partie de l'affiliation d'une femme au club lui est prêtée par son bandido. Les patchs, le statut, l'accès, il peut tout lui retirer quand il le décide. Elle le savait en entrant. Mais le savoir et le vivre, comme elle l'a formulé, sont deux choses très différentes. Texas Monthly a documenté les règles non écrites que les old ladies des bandidos devaient suivre. Aider à garder leur homme et sa moto en bon état. Ne jamais colporter de ragots sur les membres du club lorsque les femmes se réunissent. Par-dessus tout, obéissance, propreté et honnêteté. Ces règles n'avaient apparemment jamais été écrites auparavant. Les hommes dans la cour rirent lorsqu'on leur expliqua le projet. Pour eux, ces règles relevaient simplement du bon sens. Les pagans représentent le contraste le plus frappant. Ils ne fournissent aucun patch officiel aux femmes et ne maintiennent aucun système formel de reconnaissance du statut d'Old Lady. Selon la même étude académique de Quinn et Forsyth de 2009, qui a documenté les systèmes de property patch des Hells Angels et des Outlaws, les pagans ne fournissent aucun patch aux femmes. La protection qu'une femme possède dans ce monde vient entièrement du membre précis avec lequel elle est et de sa position dans le chapitre. Si sa position est élevée, sa protection est réelle. Si sa position est faible, sa propre position est tout aussi incertaine. Mais voici ce qui traverse toutes ces différences. Peu importe le club ou le chapitre. L'ancienne PBOL, qui a documenté son expérience, l'a dit clairement. Les femmes de motards hors la loi sont bel et bien des citoyennes de seconde classe dans cette vie dominée par la testostérone. Tout le monde le sait. La désignation change selon les clubs. Les patchs changent. Les titres changent. Mais la position fondamentale de la femme à l'intérieur de ce monde ne change pas. Sweet Butts et House Mice. Chaque hiérarchie a un bas de l'échelle. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, la hiérarchie des femmes n'est pas différente. Au-dessus de l'Old Lady, il n'y a personne. En dessous d'elle, il existe deux catégories dont la plupart des personnes extérieures n'ont jamais entendu parler. On les appelle Sweet Butts et House Mice. Et la distance entre ces deux catégories et l'Old Lady au-dessus d'elle n'est pas seulement sociale, elle est structurelle. Et elle définit l'expérience de chaque femme qui gravite aux marges de ce monde sans la protection d'un property patch. Une sweet butt est une femme qui fréquente le club sans être engagée auprès d'un seul membre en particulier. Elle est présente aux événements, aux fêtes, au clubhouse. Elle est connue des membres et acceptée dans les espaces où le club se rassemble. Mais elle n'appartient à personne de la manière dont une old lady appartient à son homme. Elle est donc disponible pour tout membre qui veut sa compagnie, et elle n'a aucun statut dans l'organisation qui pourrait la protéger de cette disponibilité. Les recherches académiques sur la culture des clubs de motards hors la loi ont documenté ce terme de manière constante à travers plusieurs clubs et plusieurs décennies. Elle n'est pas membre. Elle n'est pas une old lady. Elle occupe une catégorie qui existe en dessous des deux et les conditions de cette catégorie sont entièrement définies par le club plutôt que par elle. Mais voici ce qui rend la catégorie de sweet butt plus compliquée qu'elle ne semble l'être vue de l'extérieur. Certaines femmes dans cette position y sont par choix. Elles comprennent les conditions de cet arrangement et ont pris une décision délibérée de participer à la vie du club selon ces conditions. D'autres arrivent à cette position par un processus progressif d'implication qui s'accélère avant qu'elles ne comprennent pleinement ce qu'elles ont accepté. Le monde des clubs ne rend pas toujours ces distinctions claires pour les femmes qui le traversent. House Mouse est un terme utilisé dans cette culture pour décrire une femme qui vit avec un membre du club ou au clubhouse en échange de tâches domestiques. Cuisiner, nettoyer, entretenir l'espace où le club se rassemble. Ce qui définit sa position, c'est l'échange qui se trouve au centre. Elle fournit du travail domestique. En retour, elle a un endroit où rester et un certain degré de proximité avec le club, sans la reconnaissance officielle qui accompagne la désignation d'Old Lady. Les détails de cet arrangement varient selon le club et le chapitre, et le terme lui-même n'est pas documenté de manière aussi uniforme à travers les clubs que la désignation Sweet Butt.
Ce qui relie ces deux catégories à l'Old Lady au-dessus d'elle est la même chose qui relie chaque position dans le monde des clubs de motards hors la loi. Le patch est tout. Plus une femme est proche d'un patch, plus elle a de protection. Plus elle en est éloignée, plus elle est exposée. Et les femmes qui comprennent cette dynamique avant d'entrer dans ce monde sont celles qui y naviguent le mieux. Celles qui ne la comprennent qu'après y être déjà entrées sont celles dont les histoires ont tendance à se terminer d'une manière dont le club n'a jamais à répondre. Les règles qu'elle doit suivre. Il n'existe aucun manuel écrit pour les Old Ladies dans les clubs de motards hors la loi. Aucun document officiel qui explique ce que l'on attend d'elle, ce qu'elle a le droit de faire et ce qui lui est absolument interdit. Mais les règles existent malgré tout. Elles sont transmises par l'observation, par la correction et par les exemples donnés par les femmes qui l'ont précédée. Et elles sont appliquées avec la même constance que toutes les autres règles de ce monde. Pas toujours bruyamment, pas toujours visiblement, mais constamment. La première règle est le silence. Ce qu'elle entend à l'intérieur du monde du club reste à l'intérieur du monde du club. Elle entendra des choses, elle verra des choses, elle sera présente dans des environnements où des informations circuleront autour d'elle, des informations que les forces de l'ordre considéreraient comme précieuses et que les rivaux considéreraient comme exploitables. Si l'une de ces informations sort de sa bouche dans la mauvaise direction, les conséquences ne retombent pas seulement sur elle. Elles retombent sur son homme et, à travers lui, sur le chapitre. Ainsi, le silence n'est pas seulement une vertu personnelle dans ce monde, c'est une exigence structurelle. La deuxième règle est la distance. Lorsqu'un membre s'approche de son homme pour une conversation privée, elle est censée s'éloigner avant que quelqu'un ait besoin de le lui demander. Les meilleures Old Ladies, telles qu'elles sont décrites par des membres à travers plusieurs clubs et plusieurs décennies, sont celles qui commencent à se déplacer dès qu'elles voient un frère approcher avec quelque chose en tête. Elle n'attend pas qu'on lui donne congé. Elle ne reste pas à portée d'oreille. Si on doit lui dire de bouger, elle a déjà échoué au test. La troisième règle est la visibilité selon les conditions du club. Elle assiste aux événements lorsque sa présence est attendue et elle n'assiste pas aux événements où sa présence n'a pas été invitée. Elle ne se présente pas au clubhouse sans prévenir. Elle ne s'insère pas dans des situations où le club mène ses affaires. Mais lorsqu'on attend sa présence, elle est présente et elle se comporte d'une manière qui donne une bonne image de son homme et du chapitre. La quatrième règle est qu'elle ne s'immisce pas dans les affaires du club. Si elle a un problème avec une décision que le club a prise concernant le temps de son homme, ses obligations ou son avenir dans l'organisation, elle en parle avec lui en privé et accepte sa décision sur la manière de gérer la situation. Elle ne passe pas par-dessus lui pour aller voir d'autres membres. Elle ne rend pas son désaccord visible dans un espace où les membres du club peuvent l'observer. Une femme perçue comme tirant son homme loin de ses obligations envers le club est une responsabilité gênante. Et dans ce monde, les responsabilités gênantes ont tendance à être retirées. Mais voici ce qui rend ces règles réellement compliquées pour les femmes qui vivent sous leur poids. Aucune d'elles n'est jamais clairement énoncée au début. Une femme qui entre dans ce monde pour la première fois apprend les règles comme on apprend la plupart des choses dans la culture MC. En observant ce qui arrive aux gens qui les enfreignent, par la correction silencieuse qui suit un faux pas, par le changement d'atmosphère qui lui indique qu'elle a fait quelque chose de mal, avant que quelqu'un ait besoin de lui expliquer ce que c'était. La courbe d'apprentissage est raide, et les conséquences d'une erreur retombent sur la personne qu'elle essaie de soutenir plutôt que sur elle-même. Ainsi, la pression d'apprendre vite et correctement n'est pas abstraite, elle est immédiate et elle est personnelle. Elle est responsable de son patch. Dans la plupart des relations, le comportement d'un partenaire est considéré séparément du statut de l'autre. Un homme dont la petite amie se ridiculise lors d'un événement professionnel ne perd pas son emploi à cause de cela. Une femme dont le mari fait mauvaise impression lors d'un événement social ne perd pas ses amitiés à cause de cela. Les deux personnes sont liées, mais elles sont évaluées indépendamment. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans un club de motards hors la loi. Dans le monde MC, elle est responsable de son patch de la même manière que lui en est responsable. Pas officiellement,
pas dans une règle écrite ou un document formel du club, mais dans la pratique, dans la manière dont le club observe et évalue tout ce qui touche au statut d'un membre. Son comportement pendant sa période de prospect peut déterminer s'il obtiendra son patch ou non. La période de prospect est le moment le plus vulnérable dans le parcours d'un membre vers le full patch. Il est constamment évalué. Chaque décision qu'il prend, chaque obligation qu'il remplit ou qu'il échoue à remplir, chaque interaction qu'il a avec les membres full patch est observée et jugée. Ce que la plupart des prospects ne communiquent non pas pleinement aux femmes dans leur vie, c'est que cette évaluation s'étend aussi à elles. Le club ne l'observe pas seulement lui, il observe tout ce qui l'entoure, et la femme qui l'amène aux événements, la façon dont elle se tient, la façon dont elle parle aux autres membres et à leurs old ladies, la façon dont elle gère les restrictions, les longues absences et les exigences que la période de prospect impose à tous les deux. Tout cela entre dans l'évaluation de savoir s'il est prêt pour le patch. Un prospect dont l'old lady se plaint ouvertement du temps que le club prend. Un prospect dont l'old lady pose des questions qu'elle ne devrait pas poser. Un prospect dont l'old lady crée des tensions avec l'old lady d'un autre membre lors d'un run. Toutes ces choses deviennent des points négatifs contre lui dans un processus d'évaluation dont il ne sait peut-être même pas qu'il les prend en compte. Le club ne tient pas une réunion officielle pour discuter du comportement de sa petite amie. Mais les membres remarquent, et ce que les membres remarquent finit par parvenir aux officiers. Et ce qui parvient aux officiers finit par influencer le vote. Mais cette responsabilité ne s'arrête pas lorsqu'il obtient son patch. Au contraire, elle s'approfondit. Car une fois qu'il devient membre full patch, son old lady devient désormais le reflet du chapitre lui-même, et non plus seulement de lui en tant qu'individu. Son comportement lors d'événements impliquant d'autres chapitres, lors de runs où des membres de toute l'organisation sont présents, lors de tout rassemblement où la réputation du chapitre est visible, porte un poids qu'il ne portait pas avant qu'il reçoive ses couleurs complètes. Les standards ne se relâchent pas après le patch. Ils s'élargissent. Ainsi, ce que signifie réellement soutenir un homme dans le monde MC, ce n'est pas simplement être loyale, patiente et présente. C'est comprendre que son comportement à elle n'est jamais entièrement son affaire personnelle. Il lui appartient à lui, et à travers lui, au club. Chaque old lady qui a réussi à naviguer dans ce monde a compris ce fait tôt, et l'a accepté complètement. Et chaque old lady qui a eu du mal dans ce monde l'a généralement découvert plus tard qu'elle ne l'aurait dû, après que le prix de ne pas l'avoir compris avait déjà été payé. Ce qui lui arrive, s'il meurt, ou s'il est expulsé. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, il existe deux façons pour la relation d'un membre avec son club de prendre fin. Il meurt en portant le patch, ou il le perd. Et les conséquences de ces deux issues pour la femme qui lui est attachée sont si différentes l'une de l'autre qu'elles pourraient aussi bien décrire deux mondes totalement séparés. S'il meurt en tant que membre patché en règle, le club prend soin d'elle. Ce n'est pas un sentiment. C'est une pratique qui a été documentée de manière constante à travers plusieurs clubs et plusieurs décennies. Les funérailles deviennent un événement du club. Le chapitre se présente au complet. Les obligations financières qu'il a laissées derrière lui sont prises en charge. L'old lady d'un membre tombé en règle n'est pas abandonnée par l'organisation le lendemain de l'enterrement. Elle devient la responsabilité du chapitre d'une manière qui reflète le sérieux avec lequel le club traite le lien entre ses membres. Elle ne reste peut-être pas une old lady au sens formel, une fois qu'il est parti. Mais elle conserve un statut et un lien avec le monde du club que la mort de son homme n'efface pas. Mais s'il perd le patch, la situation est entièrement différente. L'expulsion d'un club de motards hors la loi n'est pas une démission. Ce n'est pas une séparation d'un commun accord. C'est un retrait qui se fait selon les conditions du club et qui entraîne des conséquences s'étendant à tous ceux qui sont liés aux membres expulsés. Ces patchs sont pris. Ces tatouages peuvent être retirés ou recouverts de force selon le club et les circonstances de l'expulsion. Son nom n'est plus prononcé dans le clubhouse de la même manière qu'avant. Et la femme qui était son old lady cesse d'être une old lady au moment même où le club prend sa décision. Cette perte est totale et immédiate. Le property patch est retiré. La protection qu'il représentait disparaît avec lui.
les relations qu'elle avait construites avec les autres old ladies, le monde social qu'elle avait bâti dans la communauté du club, le statut qu'elle avait gagné par des années de loyauté et de discrétion, tout cela est lié à son patch à lui plutôt qu'à elle. Et lorsque le patch disparaît, il emporte tout avec lui. Ainsi, la position d'old lady est fondamentalement différente de toute relation civile sur un point essentiel. Dans une relation civile, le statut social d'une femme, ses amitiés, ses liens communautaires existent indépendamment de son partenaire. Si la relation prend fin, elle garde ce qu'elle a construit. Dans le monde MC, elle ne garde rien qui ne lui appartenait pas avant son arrivée. Tout ce qu'elle a accumulé à l'intérieur de ce monde lui a été prêté sur la base de son patch à lui. Et les choses prêtées doivent être rendues. Mais voici ce qui rend le scénario de l'expulsion particulièrement compliqué. La raison de l'expulsion compte énormément pour ce qui arrive ensuite. Un membre expulsé pour une grave violation des règles, pour avoir coopéré avec les forces de l'ordre, pour avoir volé le club, ou pour n'importe quel acte que le club considère impardonnable, entraîne le statut de son old lady dans sa chute d'une manière qui peut avoir des conséquences sociales allant au-delà de la simple perte de position. Elle le connaissait, elle était proche de lui, elle a peut-être entendu des choses ou vu des choses dont le club a désormais des raisons de se préoccuper. Le passage d'old lady protégée à responsabilité potentielle peut se produire plus vite qu'elle ne comprend ce qui est en train d'arriver. S'il coopère avec les forces de l'ordre, la situation devient encore plus dangereuse. L'histoire des poursuites contre les clubs de motards hors la loi est pleine de cas où les épouses et petites amies de membres coopérant avec les autorités ont été mises sous pression, menacées et, dans certains cas, blessées, comme moyen d'atteindre l'homme qui avait parlé. Le property patch qui la protégeait autrefois devient une cible, au moment où son homme devient une menace pour l'organisation. Et le club qui appliquait autrefois sa protection a désormais ses propres raisons de s'assurer qu'elle n'ajoute pas aux dégâts que son homme a déjà causés. Ce qui se passe lorsqu'elle veut partir. Quitter un motard n'est pas la même chose que quitter une relation civile. Dans une relation civile, les mécanismes de la séparation sont douloureux, mais simples. Deux personnes qui étaient ensemble ne le sont plus. Elles divisent ce qu'elles partageaient. Elles pleurent ce qu'elles ont perdu. Et elles se reconstruisent séparément. Le monde autour d'elles peut avoir des opinions sur ce qui s'est passé, mais il n'a aucun intérêt formel dans l'issue. Personne en dehors de la relation n'a son mot à dire pour décider si la séparation est autorisée ou quelles devraient en être les conditions. Dans le monde MC, c'est plus compliqué que cela, parce qu'elle ne quitte pas seulement un homme. Elle quitte une position à l'intérieur d'une organisation qui a ses propres intérêts dans les conditions de son départ. La complication commence avec ce qu'elle sait. Une old lady qui a été avec un membre patché pendant une période significative a accumulé des informations. Elle a été présente à des événements. Elle a entendu des conversations. Elle a vu des visages, connu des noms et compris des liens qui existent entre des personnes que le club préférerait garder invisibles pour quiconque se trouve à l'extérieur. Dans une relation civile, ce savoir accumulé fait simplement partie de ce que deux personnes partagent avec le temps. Dans le monde MC, c'est une question de sécurité. Ainsi, lorsqu'elle décide qu'elle veut partir, la réponse du club à cette décision est façonnée non seulement par ce que son homme ressent à ce sujet, mais aussi par ce que le club estime qu'elle représente en tant que personne sur le départ. Si la relation s'est terminée calmement, que la séparation est propre et qu'elle n'a aucune raison de parler à qui que ce soit de ce qu'elle sait, le club peut permettre au départ de se faire sans interférence. Mais si la relation s'est mal terminée, si elle est en colère, si elle a menacé de parler, si elle a déjà parlé à des personnes à qui elle n'aurait pas dû parler, le calcul change entièrement. Les anciennes old ladies, qui ont parlé publiquement de leur départ de ce monde, décrivent un schéma constant. La pression exercée sur elles était rarement directe dans ces premières étapes. Elle passait d'abord par les canaux sociaux, des amis qui cessaient d'appeler, des connaissances communes qui transmettaient des messages sans qu'on le leur demande. Le sentiment que le monde dont elle avait fait partie se refermait autour d'elle d'une manière qu'elle pouvait sentir, sans toujours pouvoir la voir.
Le caractère direct de la pression augmentait proportionnellement à la mesure dans laquelle le club pensait qu'elle représentait une véritable menace pour ses intérêts. Mais voici ce que beaucoup de femmes qui entrent dans ce monde ne comprennent pas avant d'être déjà en train d'essayer d'en sortir. Les informations qu'elle porte ne sont pas le seul levier que le club possède. Elle peut avoir des enfants avec lui. Elle peut avoir des liens financiers qui passent par des entreprises liées au club. Elle peut avoir des amis et des membres de sa famille dont elle sait que la sécurité pourrait être affectée par les décisions qu'elle prend. Le club n'a pas besoin de la menacer directement pour rendre très clair le coût de certains choix. L'architecture de sa vie à l'intérieur de ce monde a été construite de manière à rendre le départ compliqué par nature, même lorsqu'aucune menace précise n'est jamais formulée. Ainsi, les femmes qui quittent ce monde avec le plus de succès sont généralement celles qui planifient leur départ comme le club planifie ses opérations, en silence, avec prudence, sans annoncer leurs intentions avant d'être prêtes à agir, sans laisser de traces pouvant être suivies jusqu'à l'endroit où elles vont, sans donner à l'organisation le temps de répondre à une décision dont elle n'a pas encore appris qu'elle avait été prise. Celles qui annoncent leur intention de partir puis restent à proximité de ce monde pendant que le départ est négocié sont celles dont les histoires ont tendance à devenir les plus compliquées. C'est un monde où il est plus facile d'entrer que de sortir, et les conditions d'entrée rendent rarement ce fait évident. Les enfants dans le monde du club. En avril 2015, 9 personnes furent tuées et 18 blessées lors d'une fusillade et d'attaques au couteau dans un restaurant Twin Peaks à Waco, au Texas. L'incident impliquait des membres des clubs de motards Bandidos et Cossacks et devint l'une des confrontations de motards hors la loi les plus documentées de l'histoire américaine. Ce qui reçut moins d'attention dans la couverture qui suivit fut quelque chose qu'un journaliste remarqua dans les images du parking ce jour-là. Plusieurs des hommes qui entrèrent dans ce restaurant étaient accompagnés de membres de leur famille. Certains de ces membres de famille étaient des enfants. Ce détail révéla une vérité sur le monde des clubs de motards hors la loi, que la plupart des couvertures médiatiques ignorent entièrement. Ce n'est pas un monde qui existe séparément de la vie familiale. Pour beaucoup d'hommes qui en font partie, et pour les femmes qui leur sont attachées, le club et la famille occupent le même espace. Les enfants grandissent à l'intérieur de ce monde, non pas à ses marges, mais en son centre. Et ce que cela signifie pour ces enfants est quelque chose que le monde des clubs lui-même discute rarement ouvertement. Les fils de membres patchés occupent une position spécifique et documentée dans la culture des clubs de motards hors la loi. Dans certains clubs, cette position porte un nom officiel. Les Hells Angels ont historiquement désigné les fils de membres comme des hang-arounds dès la naissance, une désignation qui les place au début du même parcours que les recrues adultes empruntent lorsqu'elles commencent le processus menant au statut de full patch. Le fils d'un membre ne commence pas comme un étranger pour l'organisation. Il commence comme une personne déjà connue, quelqu'un que le club observe depuis avant même qu'il soit assez âgé pour comprendre qu'il est observé. Au moment où il devient adolescent, les attentes autour de lui commencent déjà à se former. Si son père est en règle, le fils porte ce statut comme une sorte de crédit hérité. Des membres qui prêteraient autrement peu d'attention à un jeune homme aux marges du monde du club font attention à lui. On lui donne une proximité avec les événements et les espaces du club qu'un jeune homme sans lien n'obtiendrait jamais. Il apprend la culture, le langage, la hiérarchie et les règles par l'observation et la proximité avant qu'on lui demande officiellement de s'engager dans quoi que ce soit. Mais si son père perd le patch, le crédit hérité s'inverse. Un fils dont le père a été expulsé pour une grave violation des règles ne porte pas le même statut que le fils d'un membre en règle. Les péchés du père descendent dans ce monde d'une manière qui n'a aucun équivalent civil. Et le fils qui a grandi en s'attendant à suivre son père dans l'organisation peut découvrir que le chemin qu'il pensait ouvert s'est fermé d'une manière qui n'a rien à voir avec sa propre conduite. Pour les filles de membres, la situation est différente. Mais elle n'est pas moins façonnée par le monde du club dans lequel elles ont grandi. Elles ne se trouvent pas dans le parcours vers l'adhésion de la même manière que les Fields. Mais elles sont des figures connues dans un monde à la mémoire longue,
qui valorise les liens entre les familles presque autant qu'il valorise les liens entre les membres. La fille d'un membre senior porte un statut dans le monde social du club qui façonne la manière dont elle est traitée par les membres et leurs familles, d'une manière qu'elle peut ne pas comprendre pleinement avant d'être assez âgée pour reconnaître le schéma. Ainsi, les enfants dans ce monde ne sont jamais simplement des enfants. Ils sont des extensions du patch de leur père, de la même manière que les old ladies sont des extensions du patch de leur homme. Leur conduite rejaillit sur lui. Leur présence aux événements du club est remarquée. Leur absence l'est aussi. Et le monde dans lequel ils grandissent est un monde qui les absorbera lorsqu'ils seront assez âgés pour faire ce choix ou les poussera vers une sortie que le monde du club considérera toujours comme une forme de trahison, quelles que soient les raisons derrière cette décision. Ce que les anciens membres qui ont quitté ce monde et emmené leurs familles avec eux décrivent le plus souvent, ce n'est pas le danger, la violence ou l'exposition juridique. C'est la désorientation liée au fait d'élever des enfants qui ont été façonnés par ce monde, puis de devoir les aider à en comprendre un autre. Des enfants qui ont appris le silence comme compétence de survie avant d'apprendre à lire. Des enfants qui comprenaient la hiérarchie, la loyauté et les conséquences de la trahison avant de comprendre presque tout le reste. Le monde du club ne lâche pas les personnes qu'il élève en son sein, simplement parce que ces personnes finissent par le quitter. Il reste en elle, et dans les enfants qu'il a produits, bien longtemps après la disparition du patch. La réalité contre la mythologie. En 2008, une série télévisée appelée Sons of Anarchy fut diffusée pour la première fois sur FX. Elle dura 7 saisons, attira des millions de spectateurs et devint l'un des dramas câblés les plus regardés de l'histoire de la télévision américaine. Elle devint aussi, pour toute une génération de personnes qui n'avaient jamais eu aucun contact avec la culture des clubs de motards hors la loi, le principal point de référence de ce à quoi cette culture ressemblait. Les Old Ladies dans Sons of Anarchy étaient complexes, puissantes et centrales dans l'histoire. Elles prenaient des décisions, elles exerçaient une influence. Elles façonnaient la direction du club d'une manière que les hommes autour d'elles ne pouvaient pas toujours contrôler. Cette version de l'Old Lady ne ressemble presque en rien à la réalité documentée. L'écart entre la mythologie et la réalité des femmes dans les clubs de motards hors la loi a été étudié, documenté et décrit par des chercheurs, d'anciens membres et des professionnels des forces de l'ordre pendant des décennies. Et ce que cette documentation montre constamment, c'est une image beaucoup plus sombre et beaucoup plus limitée que ce qu'un drama télévisé a jamais été prêt à montrer pleinement. La recherche académique est sans ambiguïté sur le point central. Les femmes dans les clubs de motards hors la loi n'exercent pas le type d'influence que la mythologie suggère. L'étude de Quinn et Forsyth de 2009, qui a documenté le système du Property Patch, a également documenté la position sociale plus large des femmes dans ce monde. Elles ne sont pas membres, elles ne votent pas, elles n'assistent pas à la church, le terme utilisé dans le monde du club pour désigner les réunions officielles où les décisions sont prises. Elles n'ont pas le statut nécessaire pour déposer des plaintes par les canaux du club. Elles existent dans une structure parallèle qui longe le club sans jamais croiser sa prise de décision réelle de manière officielle. Mais c'est ici que la réalité devient plus compliquée qu'une simple histoire d'oppression ne le permet. Beaucoup de femmes qui ont vécu à l'intérieur de ce monde et qui en ont parlé publiquement ne décrivent pas leur expérience principalement en termes de victimisation. Elles la décrivent en termes de choix. Un choix fait avec différents degrés d'information sur ce qu'il impliquait. Un choix que certaines referaient et que d'autres ne referaient pas. Un choix que la mythologie romantise dans une direction et que la critique rejette dans une autre, tandis que l'expérience réelle des femmes qui l'ont vécu se trouve quelque part dans l'espace compliqué entre les deux. Ce que la mythologie comprend le plus mal, c'est la dynamique de pouvoir. Dans Sons of Anarchy, les Old Ladies influencent les décisions du club à travers leurs relations avec des hommes puissants. Elles transforment le lien émotionnel en résultat politique. Elles façonnent la direction de l'organisation de l'intérieur, même sans adhésion officielle. Cette dynamique fonctionne bien à la télévision parce qu'elle donne aux personnages féminins une capacité d'action dans un monde
qui leur refuse officiellement toute autorité. Mais les anciennes Old Ladies, qui ont parlé publiquement de leur expérience réelle, décrivent une dynamique de pouvoir qui ne ressemble presque en rien à cela. L'influence qu'elles avaient était informelle, indirecte et entièrement dépendante du statut de l'homme auquel elles étaient attachées. Lorsque son statut était élevé, leur influence informelle était réelle, mais limitée. Lorsque son statut chutait, leur influence disparaissait entièrement. Ce que la mythologie comprend également mal, c'est la sortie. Dans Sons of Anarchy, les personnages quittent le monde du club, y reviennent, puis le quittent encore, avec une fréquence qui donne l'impression que le départ est une décision plutôt qu'une négociation. La réalité décrite par les anciennes Old Ladies est beaucoup plus limitée. Quitter ce monde n'est pas simplement une question de décider de partir. C'est une question de comprendre ce que partir signifie, ce que cela coûte, et ce que cela exige en termes de planification, de timing et de gestion prudente des informations. Les femmes qui ont quitté ce monde avec succès n'ont pas annoncé leur départ. Elles l'ont exécuté. Ce que la mythologie comprend juste, presque par accident, c'est la loyauté. Les Old Ladies de Sons of Anarchy sont loyales à un degré qui dépasse souvent leurs propres intérêts et leur propre sécurité. Cette partie est exacte. La loyauté que le véritable monde MC exige des femmes qui s'y trouvent est totale et non négociable. Et elle fonctionne exactement comme la série le montre, comme quelque chose qui n'a pas été pleinement expliqué au début et qui révèle tout son poids progressivement avec le temps, à mesure que le prix de son maintien devient clair. Les femmes qui sont entrées dans ce monde en comprenant ce qu'il exigeait réellement d'elles ont fait un choix véritablement informé concernant une vie véritablement difficile. Les femmes qui y sont entrées en croyant à la mythologie faisaient un choix à propos de quelque chose qui n'existait pas. Et la distance entre ces deux groupes, entre les femmes qui savaient et les femmes qui pensaient savoir, est l'endroit où la plupart des vrais dégâts dans ce monde se sont toujours produits. Le monde des motards a ses propres règles pour tous ceux qui s'y trouvent. Mais les règles qui gouvernent les femmes qui y entrent sont celles qui n'étaient jamais censées quitter le clubhouse. Maintenant, vous les connaissez. Si vous voulez voir ce qui se passe lorsque les hommes les plus dangereux de ce monde montent jusqu'au sommet, cliquez sur la prochaine vidéo. Les leaders Hells Angels les plus dangereux du Canada vous attendent.